Vous l'espérez comment, cette cérémonie? Je l'espère heureuse, j'espère que l'Amérique repartira d'un bon pied. Vous savez, pendant 4 ans, on a entendu Barack Obama, pour reprendre les termes de madame au sujet du mariage, se plaindre de l'ex-mari de la dame, c'est-à-dire de l'ex-mari des États-Unis. Il a passé 4 ans à se plaindre du George Bush. J'espère que maintenant, il va enfin se mettre au travail, véritablement redresser le pays, parce que je pense que l'Amérique puissante, c'est le monde libre puissant, c'est le monde libre en force, et je crois que c'est très important. Et moi, ce qui m'a beaucoup inquiété pendant ces 4 dernières années, c'est de voir l'Amérique affaiblie économiquement, diplomatiquement et militairement. Il a envoyé un tweet, cela dit, il y a un peu plus d'1 heure maintenant, ce tweet. Nous allons peut-être le voir. Je suis honoré de la chance qu'on me donne, dit-il, de terminer ce que nous avons commencé. Notre travail commence aujourd'hui. Allons-y. Le fait que Barack Obama tweete lui-même en ce jour si important aujourd'hui est non seulement assez extraordinaire, mais en même temps un signe et une volonté de montrer, voilà, c'est ça ma communication, je tweete et je veux vous montrer que je parle directement au peuple sans passer par les médias comme normalement les présidents le font. Je pense que c'est très important l'histoire du tweet aujourd'hui et que c'est le début de ce qu'on appelle Obama 2. Ah. Pas d'accord. Non, je suis pas d'accord, c'est de la com. C'est-à-dire que faire un tweet, bon d'abord c'est pas lui qui est allé le faire, il a quelqu'un à son service. C'est comme hier quand on l'a vu peindre, à la télévision. Bon, je veux bien qu'on aime beaucoup Barack Obama, je veux bien que Laurence Saïm soit en admiration devant Barack Obama, mais il y a des limites quand même. Elle va vous répondre, elle va pas du tout aimer ça. Parce que la com, mais ce n'est que de la com, quoi. Je veux dire, faut être sérieux. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous et je vais vous le dire. D'abord, mon rôle, c'est d'être objectif et de rapporter ce qui se passe. Vous voyez, je pense, le fanatisme de ces gens. Can you pan and can you show them what's happening here? Vous voyez l'écran, vous voyez la chaîne Fox News, vous voyez le drapeau américain, vous voyez ces gens. George W. Bush va donc encore une fois devenir président pendant 4 ans, alors que là vous entendez derrière moi la chanson qu'on a entendue pendant toute cette campagne qui s'appelle Honey in America, seulement en Amérique. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'émotions en me disant que George W. Bush va encore devenir président des États-Unis pendant 4 ans. Mon rôle, c'est d'être objectif et de rapporter ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses que Barack Obama fait que je n'aime pas. Et la manière, justement, dont l'équipe Obama, et c'est évidemment pas Barack Obama, vous avez raison de le dire, la manière dont l'équipe Obama se comporte par rapport à la presse, eh bien, c'est quelque chose, je peux vous dire, que je n'aime pas. Et c'est vous qui êtes dupes. Ils ont calculé ça. Le tweet fait dans l'église, c'est pour nous montrer qu'ils vont se passer de nous. Et à mon avis, c'est très dangereux. Je pense que c'est très important ce que vient de dire Laurence Saïm. C'est-à-dire que le filtre, le contact direct avec le peuple, envoyer des messages comme ça, où il n'y a pas de retour, où il n'y a personne d'expert en face qui peut répondre et qui peut véritablement offrir une contradiction, je pense que c'est très important. Et c'est ce qui m'inquiète aussi dans la démarche actuelle. Oui, je trouve ça très émouvant. Je veux dire, vous savez, je n'étais pas favorable à la réélection de Barack Obama, mais aujourd'hui, je souhaite que les États-Unis réussissent. Et je trouve que ce show, ce Washington Wood, si vous voulez, soit magnifique et qu'on prenne tous du plaisir à voir ça. Et puis ensuite, maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est maintenant les 4 ans qui viennent. Mais là, on est dans le moment du plaisir. C'est vrai que c'est le jour où si les gens sont à Washington, ils sont plutôt dans l'esprit de dire, bon, voilà, c'est quand même l'investiture de notre président à nous tous, mais qu'il y a une grosse partie des républicains qui se sont cassés. Ils sont partis parce qu'il y a l'engrenage de la circulation, il y a 800 000 personnes qui sont là. Et notamment, il y avait 2-3 parties d'inauguration qui ont lieu à Las Vegas, avec une centaine d'élus républicains qui sont aussi le moment de dire il faut qu'on se rassemble, le Parti républicain est en crise, on a perdu, qu'est-ce qu'on fait? Entièrement d'accord. Alors là, je veux dire, vous savez, moi j'ai été aux États-Unis avant l'élection de Barack Obama. Une fois qu'il a été élu, j'ai été dans toutes les phases d'élection depuis une dizaine d'années pour voir. Et à chaque fois, je me souviens même avant qu'il soit investi, les gens se disaient bon, de toute façon, on aura un candidat. Et puis quand il a été élu, on s'est dit bon, on aura un candidat de toute façon pour sa réélection. Et puis à chaque fois, on s'est aperçu qu'il n'avait pas de candidat à la mesure de ce que représentait le symbole Barack Obama. Et donc maintenant, la vraie crise du Parti républicain, ça va être de savoir ce qu'on va mettre en face du prochain.
Au moment où vous, en France, vous parlez du mariage pour tous, Barack Obama, ici, qui, dans ce discours, a réaffirmé que l'égalité pour les gays était quelque chose d'important. Il a également parlé de quelque chose qui lui tient à cœur, à savoir sa réforme sur l'immigration et, encore une fois, de ce que je vous disais, la lutte contre le racisme. Et puis, il y a une partie consacrée à la politique étrangère. Mais par rapport aux événements qui se sont passés en Algérie, moi, j'ai été très frappée de voir le ton extrêmement déterminé de Barack Obama, disant « Attention, la liberté est peut-être un cadeau de Dieu, mais nous, son peuple sur terre, nous nous devons de défendre chèrement cette liberté. » Philippe Kersenty qui a décidé de ne pas être d'accord avec Laurent Saïm ce soir, vous ne pensez pas que c'est véritablement un discours capital, un discours historique, ce que vient de dire Barack Obama? Je laisse le choix aux historiens dans les jours, dans les mois, dans les années à venir d'établir si ce discours était historique. Moi, je ne l'ai pas écouté je n'ai pas vu un grand relief. J'ai entendu des choses, j'ai entendu qu'il a parlé des gays aussi, c'est vrai. Il n'a pas parlé de mariage homosexuel, mais il a parlé des gays. Il a parlé de l'égalité homme-femme. Il a parlé... Alors moi, j'ai trouvé quelque chose de très naïf dans son discours. Il a dit qu'on allait faire de nos anciens ennemis des amis. Je crois qu'il ne l'a pas encore compris, et c'est ça ce qu'on lui reproche depuis 4 ans. Je dirais les gens un petit peu de ma sensibilité, c'est qu'il n'a pas compris que le monde est dangereux, que les adversaires sont des vrais adversaires et qu'ils ne veulent pas faire la paix avec les États-Unis. Ils veulent détruire les États-Unis. Et je crois que c'est vraiment ce sujet-là le plus important à comprendre. La politique étrangère de Barack Obama, si elle doit devenir une politique encore angélique comme elle l'a été, alors je crois qu'on a de grandes inquiétudes à avoir. Laurent Saïm, qui évidemment veut vous répondre, Philippe Kersenty. Avec plaisir. Allez-y, Laurent. Non, par rapport, oui, c'est le grand thème des Républicains, de dire toujours que Barack Obama est naïf. Et justement, dans son discours, moi, ce que j'ai noté, c'est que Barack Obama a répondu à ces critiques en disant « Voilà, je réponds aux critiques de ma naïveté. On peut dire effectivement qu'on est naïf, mais en tant que président, je veux instaurer un climat de confiance et d'alliance par rapport aux problèmes auxquels le monde est confronté. » Alors oui, on peut accuser Barack Obama de naïveté, mais encore une fois, Barack Obama, en ce moment, et son administration vont se placer pour ce deuxième mandat sur une diplomatie basée sur la tolérance, la confiance. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, ce n'est pas à nous, journalistes, certainement, de voir si ce que Barack Obama espère faire dans ce deuxième mandat marchera ou pas. Là, actuellement, c'est un poète qui s'appelle Richard Blanco qui s'exprime. Et Laurence, il me semble que c'est un poète gay. En tout cas, il a été choisi parce qu'il est homosexuel affirmé. Juan Blanco, qui est effectivement, il est né en Espagne, mais un Cubain, et c'est très important déjà, parce que c'est le deuxième personnage important sur le plateau aujourd'hui qui est d'origine hispanique, et en plus de ça, il est homosexuel ouvertement. Et si vous avez écouté bien, parce que le discours du président était très détaillé, chaque mot était très pesé, il parlait de mariage gay, mais il parlait dans un terme un peu codé. Il n'a pas dit mariage gay, il n'a pas dit mariage pour tous, mais il a utilisé quand même des termes qui sont par nous, et j'en suis, homosexuel, et par nous, c'est très clair ce qu'il voulait dire, et parmi toutes les autres personnes. Donc c'est un symbole extrêmement important pour la communauté gay qui est soutenu extrêmement de façon importante pour. Alors là, je tombe de ma chaise. Le président envoie des messages codés à une communauté particulière. Je me demande de quel président on parle. On parle d'un président rassembleur qui envoie des messages codés aux homosexuels. Alors là, je n'ai plus compris les États-Unis. Il va parler de voting, il refonde des problèmes électoraux, il parler d'immigration, aussi important que vous avez le Juan Blanco qui est là. Il parlait de protection des enfants dans un sens très large, qui évoque plusieurs choses, qui évoque premièrement le problème avec les armes, mais également l'éducation. Il a parlé également de equal pay pour equal work, donc pour les femmes. En fait, il appelle à agir sans délai. En fait, le mot qu'il a... Excusez-moi, pour être précis, on va le réécouter, on va le réentendre, et vous le réentendrez à mon avis toute la soirée, parce que c'est le moment fort quand il parle des gays et de l'immigration. Il dit sur l'immigration, le droit des gays et les armes, il appelle à agir sans délai. Voilà précisément ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a des messages codés pour les Cubains? Est-ce qu'il y a des messages codés? Mais je pense qu'il n'y a aucun message codé. Il y a des messages tout à fait explicites. C'est-à-dire que, et dans la symbolique des personnes choisies, alors il y a beaucoup de first, il y a beaucoup de premiers. C'est-à-dire que celle qui a donné l'invocation, Madame Evers, donc cette militante des droits civiques, c'est la première femme qui a jamais donné cette invocation. Ce poète, c'est le plus jeune, c'est le premier homo, au moins affirmé, c'est le premier hispanique. C'est-à-dire qu'il y
n'y a aucun message codé. Et quelque part, on peut même se dire que s'il y a un changement de démarche, de ton obamaïen, c'est qu'on sort de la subtilité et on va dans l'affirmation. Et beaucoup d'ailleurs de ces supporters voudraient effectivement qu'il y ait plus d'affirmation et même plus d'agressivité dans ce deuxième mandat pour pouvoir arriver au bout. Alors, je ne dis pas qu'on est dans l'agressivité, on est dans le cérémonial aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y a rien de codé. En fait, il y a une sorte de volonté d'être assez explicite. D'accord, vous êtes codé, pas codé. Il n'y a pas du tout de message codé parce que moi j'ai une information pour vous inviter, pour vous dire qu'après ce poète Richard Bianco, il y a une bénédiction qui va être donnée par un révérend qui s'appelle Luis León. Or, ça devait être un autre prêtre, Luis Giglio, qui devait venir prononcer la bénédiction dans quelques instants. Lorsque l'équipe de Barack Obama s'est aperçue qu'il y a 20 ans, le pasteur Luis Giglio avait fait un sermon contre l'homosexualité dans son église, eh bien, ils ont décommandé Luis Giglio et ils ont demandé à un autre prêtre de venir. Alors là, j'entends qu'on parle maintenant des sermons dans les églises. Il faudrait quand même rappeler que Barack Obama a passé 20 ans dans l'église du pasteur Jeremiah Wright, qui a été un des pasteurs les plus anti-américains, qui a eu des serments. C'est une réalité. Même Hendrik que le républicain a répété. Non, c'est une réalité. Jeremiah Wright. Alors j'invite les gens à aller sur YouTube et taper Jeremiah Wright et écouter les serments anti-américains, antisémites, qu'il a pu déclarer pendant des années, et savoir que Barack Obama est allé. Regardez vous-même. Vous allé pendant 20 répété depuis 5 ans. Non, ce n'est pas une bêtise. C'est inacceptable de répéter n'importe quoi. Les républicains font tout le temps. Pourquoi vous dites qu'il raconte des bêtises? Parce que c'est pas vrai. Jeremiah Wright a fait quelques discours, mais qui n'étaient pas contre les antisémites et pas contre l'Amérique. Il parlait de l'injustice sociale. Systématiquement. Quand il disait God damn America, c'était pas anti-américain? Non. Moi, j'ai dit la même chose. Je peux dire la même chose que God damn America. Quand God damn America refuse de donner les droits à tout le monde. Écoutez, j'invite vos téléspectateurs à aller sur YouTube et taper Jeremiah Wright. Wright, ça s'écrit W-R-I-G-H-T. C'est une vieille polémique parce qu'on ira le voir. A dit qu'il n'était pas. And then wants us to sing God bless America. No, no, no. Not God bless America. God damn America. That's in the Bible for killing innocent people. God damn America for treating us citizens as less than human. Lui-même a dit qu'il n'était pas du tout, il ne souscrivait pas du tout aux propos de ce pasteur, avec lequel d'ailleurs il a coupé. Il est allé pendant 20 ans dans cette église et il a entendu pendant 20 ans ces sermons. And then I've got to give a special shout out to my pastor, the guy who puts up with me, counsels me, listens to my wife complain about me. He's a friend and a great leader, not just in Chicago but all across the country. So please, everybody, give an extraordinary welcome to my pastor, Dr. Jeremiah Wright Jr., friend of the United Church of Christ. Where's he at? There he is. That's him. Même vous, Philippe Kersenty, qui est plutôt républicain, ça vous a fait quelque chose quand même? Alors d'abord, je suis un élu politique français, donc oui, j'entends bien, mais j'ai des sympathies républicaines, mais d'abord, je trouve qu'il a pris une excellente décision, et c'est la première grande décision que je vois de Barack Obama en 4 ans, c'est qu'il a choisi Beyoncé pour l'hymne national américain. Et je dois le remercier vraiment. Un vrai connaisseur, Philippe Kersenty. Voilà, et là, on voit que vraiment, il a compris la dimension de sa fonction. Sur le reste, bon, j'ai entendu beaucoup de marketing, c'est-à-dire on a mis un peu de cubain par-ci, un peu de gay par-là, un peu de black, un peu de civil rights, un peu de tout ça. C'est que du marketing, franchement. Je crois, mais je peux me tromper. Hein. Je crois, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous n'êtes pas sensible à la symbolique de tout ça? Il n'y a pas de symbole? Sur un jour comme ça, d'investiture, vous avez des millions d'Américains qui regardent ça. On fait quelque chose sans symbole. Dans ces cas-là, donc voilà, je vais juste un truc. Donc on a eu le poète homosexuel, le révérend donc abstinent. Donc où sont les hétéros par exemple? Moi, j'aurais bien aimé aussi qu'on fasse parler un hétéro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on doit parler à chaque fois des... Alors, ça scandalise. Insupportable. Mais non, parce que vous êtes les gens. Non, mais je veux pas classer les gens. Vous classez les gens en orientation. Moi, je lutte depuis des années pour une justice sociale pour tout le monde. Et voilà, nous avons dit déjà il y a 4 ans, on a dit encore une fois, sur les homosexuels, c'est une partie des droits civiques de tout le monde. Pourquoi? Les homosexuels sont brimés aux États-Unis actuellement?
Vous n'avez pas remarqué peut-être? Je vous pose la question. Non. Dans quel sens? Alors, si je suis obligé de rester sur le plateau avec des propos comme ça, c'est une question. Tout de suite. Non mais si je on peux peut me poser permettre, une question. les homosexuels sont aux États-Unis sont opprimés aux États-Unis. On va pas vous laisser quitter le plateau. Oui, je vais quitter le plateau. Non, vous n'allez pas quitter le plateau. Je peux me permettre de répondre, c'est-à-dire que vous voulez entendre parler. René Kaplan. Dire que vous voulez entendre parler les hétérosexuels, c'est aussi dire, avec tous mes respects, monsieur, que vous voulez entendre parler peut-être les blancs. Parce que c'est pas la question. C'est ce que je veux dire, c'est que moi je casse pas les gens en blanc, noir et sexuel, homosexuel. Moi je pense qu'on doit faire parler des gens. Il y a des gens qui ont des choses à dire et entendre aujourd'hui, après 4 ans de présidence de Barack Obama, et après tout ce qu'on a pu vivre pendant des décennies, que aux États-Unis les homosexuels sont brimés, je suis désolé. C'est pas la question, c'est pas le propos. Je ne connais pas. On parle d'une symbolique. C'est vrai, donc voilà, donc pour monsieur, les homosexuels sont brimés aux États-Unis. C'est un fait que je n'ai pas remarqué, malgré les longs séjours. C'est très important aujourd'hui ce qui est en train de se passer, ces images-là pour les McCain. Oui, il y a une à chaque président. Il y a un vrai cérémonial et je crois que c'est vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a certains républicains ont un peu boudé cette cérémonie, mais c'est très important au sein des États-Unis ce moment d'union nationale. Et véritablement, je crois, et j'ai parlé encore récemment avec des amis républicains qui espèrent le meilleur pour leur pays et qui espèrent véritablement que Barack Obama, après ces 4 années difficiles, va enfin permettre au pays de sortir de la crise économique, va enfin permettre au pays de redevenir le leader du monde libre. Qu'est-ce que la politique étrangère ? Écoutez, il serait temps que la politique étrangère américaine, alors là je parle d'un point de vue véritablement français, intéressé par ce que les États-Unis redeviennent véritablement le gendarme du monde, il serait temps que les États-Unis redeviennent forts. Tout à l'heure on a mentionné à un moment le discours du Caire. Le discours du Caire a été vu comme quelque chose d'exceptionnel. Le résultat de la politique étrangère de Barack Obama au Proche-Orient, au Moyen-Orient, a été catastrophique. On a vu tout le basculement de tous ces pays du côté des frères musulmans. Quand on voit ce qui est en train de se passer au Mali, c'est véritablement les spasmes qui viennent, je dirais, de ce qui s'est passé en Libye, après l'Égypte, après la Tunisie, qu'on voit en Syrie. Et donc aujourd'hui, il est très important d'avoir une diplomatie forte. Au tout début de la retransmission, on a beaucoup vu Jimmy Carter. Et dans mon analyse de ce qu'a été Barack Obama pendant 4 ans, c'est un peu le Jimmy Carter du XXIe siècle, c'est-à-dire une Amérique très affaiblie diplomatiquement. C'est-à-dire tout ce que vous détestez aussi, Philippe Carter. Je ne suis pas dans la détestation, je suis dans l'analyse. Je suis dans l'analyse concrète, géopolitique et économique. Et c'est vrai que 76-80 aux États-Unis, c'est difficile économiquement et politiquement. Je me souviens encore de la prise d'otage à Téhéran. Là, on a eu ce qui s'est passé à Benghazi. Et donc, je pense qu'il serait temps et maintenant que Barack Obama a la chance d'avoir un 2e mandat, il serait vraiment temps qu'il passe, qu'il passe la vitesse supérieure et qu'il arrête de se plaindre de ce qui est arrivé avant et que maintenant, il fasse ce pourquoi il a été élu, c'est-à-dire faire avancer les États-Unis. Voilà, Laurent Saïm va vous répondre, puisque Laurent Saïm n'est pas d'accord. Journalistiquement, je suis pas d'accord et quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre le Tea Party, c'est-à-dire cette extrême droite républicaine qui reprend les thèmes, qui parle d'un Obama affaibli. Basé sur des faits, Barack Obama, au moment de son élection en 2008, avait promis de faire des choses. La réforme de santé, à savoir l'assurance médicale obligatoire, est faite. Ça a été passé pour tous. Le monde, comme vous le savez, a été en proie à une crise économique extrêmement importante. Barack Obama a évité la récession. Le vrai problème d'Obama aujourd'hui, ça va être la politique. Comment il va réussir à convaincre les républicains de marcher avec lui sur certains points de son programme. Parce que sans les républicains, il ne pourra pas réussir des choses telles que l'immigration, telles que le port d'armes, etc. Il faut rappeler, ça peut sembler un petit peu bizarre du côté français, mais aux États-Unis, vous ne pouvez jamais vous passer de la minorité. Tout à fait. Ce qui fait la différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'on a véritablement là-bas une démocratie apaisée où on cherche à rassembler. Et en France, ça ne posera aucun problème à un gouvernement de droite ou de gauche d'aller chercher. Oui. Je veux dire, les Républicains vont bloquer ou ils ne vont pas bloquer? Ça dépend. Je pense qu'il y a des sujets. Vous savez, encore une fois, c'est vraiment, il faut arrêter de penser le monde un petit peu manichéen comme on le vit en France. C'est-à-dire que tout ce que fait la droite est mal pour la gauche et tout ce que fait la gauche est mal pour la droite. Aux États-Unis, il y a cette culture véritablement. Et regardez qui va-t-il chercher comme secrétaire d'État à la Défense? Il va chercher. C'est pas l'ouverture à la Sarkozy, c'est-à-dire un truc artificiel. On va débaucher un type. Il prend Chuck Hagel, qui est véritablement un républicain, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais donc c'est vrai, c'est très différent. C'est effectivement différent de la politique française où on est toujours dans cette confrontation.
je voudrais que vous nous disiez un mot sur Joe Biden, sur le vice-président. Biden, là où Obama n'est plus en campagne, Biden risque de l'être. On commence déjà à buzzer autour de l'idée que ce serait lui en 2016. Non, vous êtes... Excusez-moi, Joe Biden est né en 1942. Okay. En 2016, fin 2016, il aura donc 74 ans. Je doute, mais je me trompe peut-être, que les États-Unis de 2016 soient prêts à élire un homme de 74 ans. Peut-être que je me trompe, mais ça me paraît assez improbable. C'est peu probable, mais en même temps, il peut aussi maintenant commencer à être, entre guillemets, en campagne pour 2016, pour ensuite devenir autre chose, que ce soit, disons... il ne va pas refaire du VP, mais que ce soit un poste d'administration, que ce soit autre chose. Mais président, je n'y crois pas.